nous vous invitons à noter dans la colonne chat qui vous êtes et où vous êtes. Si vous pouvez choisir votre langue, si vous allez écouter en anglais ou en français, il faut choisir une langue pour être capable d'écouter tous nos intervenants. Pour sélectionner une langue, vous allez cliquer en bas de votre écran où vous voyez l'icône d'un globe. Après, vous pouvez choisir un canal anglais ou français et vous allez éteindre l'audio original et vous pouvez écouter en anglais ou en français. Plus tard, nous allons vous démontrer une image pour vous montrer où se trouve cette icône. Nous avons aussi quelques questions de sondage. Nous vous encourageons à répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres. Ces questions seront en anglais et en français sur le prochain diapositive. Vous pouvez lire les questions de sondage et les réponses sur le sondage sont en anglais et en français. Nous avons aussi ajouté les questions du sondage dans la colonne chat. Si vous venez d'arriver, nous allons commencer dans quelques minutes. Nous attendons l'arrivée des autres personnes. Veuillez choisir la langue que vous voulez écouter. Vous pouvez cliquer sur l'icône du globe en bas de l'écran et vous pouvez sélectionner le canal anglais ou le canal français. Petit rappel, il faut choisir une langue si vous écoutez en anglais ou en français pour entendre tous nos intervenants. Nous avons aussi partagé les questions de sondage. Vous pouvez lire les questions en anglais ou en français sur la diapositive. Et vous verrez que les réponses sont en anglais et en français. Si vous préférez lire les questions en français sur la colonne chat, nous l'avons mis dans la colonne chat aussi. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous accueillir à cette session. Je m'appelle Brittany Gatch et je travaille avec le projet de Knowledge Success à Johns Hopkins, Centre de communication. Knowledge Success est ravi d'être partenaire avec FB 2020 sur cette série.
Voici notre 7e session dans la série Connecter des conversations. Si vous n'avez pas participé aux premières sessions, elles sont tous disponibles sur le site web YouTube de FP 2020. Et nous allons aussi publier des blogs sur le site de Knowledge Success. Vous pouvez lire ces blogs et aussi des résumés des conversations précédentes. Cette discussion va durer 1 heure et après, il y aura une séance questions-réponses avec nos intervenants. Il y a un service d'interprétation en anglais et en français. Nous allons publier les enregistrements en anglais et en français aussi. Les participants ont les micros éteints pendant la séance. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la colonne chat. Et mes collègues de Knowledge Success et d'FP 2020 vont suivre les discussions dans la colonne chat et nous allons répondre aux questions. Quelques informations par rapport à cette série de Connecter des conversations. C'est une série de discussions sur la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Tout cela est organisé par FP 2020 et Knowledge Success. Nous allons continuer à organiser ces sessions tous les 2 semaines pour parler des sujets divers. Ce n'est pas un webinaire traditionnel, c'est plutôt un style qui est une conversation, une discussion et nous encourageons des questions. Nous sommes sûrs que vous allez revenir. Nous avons divisé cette série en 5 modules. Le premier module a parlé d'une compréhension de base de la santé des adolescents. Notre deuxième module parle des parents, des prédicateurs, des portables et des pères, et tous ceux qui influencent la santé adolescente. Nous allons commencer avec les présentations. Notre modératrice est Kate Plourde. Elle est conseillère technique avec FHI 360. Elle fait partie de l'équipe Knowledge Success. Kate, vous avez la parole. Très bien, merci Brittany pour cette introduction. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre deuxième webinaire du deuxième module de cette série. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Jackie Katana. Elle est la présidente exécutive de l'initiative Faith for Family Health. Elle a 17 ans d'expérience en travaillant avec des organisations interconfessionnelles et des chefs religieux pour favoriser les investissements dans la santé reproductive et pour influencer les politiques au niveau sous-nationaux, nationaux et internationaux. Nous avons Prabhu Deepan, qui est le directeur de l'équipe de soutien des thèmes à Tearfund. Il est architecte de l'intervention basée sur les données de la transformation des masculinités. Il a travaillé pour favoriser la masculinité positive qui est mise en œuvre dans 12 pays. Enfin, nous avons Fatou Diab, qui est le point focal au Sénégal pour le partenariat Ouagadougou et FP 2020. Elle est la responsable actuelle de communication pour l'initiative 20%, qui est un projet lancé par l'Alliance nationale de la jeunesse pour la santé reproductive et la planification familiale. Elle a son licence dans la science politique et un master dans la population, le développement et la santé. Un petit rappel qu'il faut choisir d'écouter le canal français ou le canal anglais. Ce sujet est très important et très important. Avant de lancer la discussion pour parler des approches efficaces, il est important de parler de la définition des programmes confessionnels. Nous parlons souvent des programmes confessionnels comme une bonne stratégie, mais cela peut comprendre plusieurs activités. Ma première question au panel, quand vous entendez parler des programmes confessionnels, de quoi s'agit-il? Bonjour à tous. Bonjour, Fatou. Bonjour, chers panélistes, et bonjour tous qui nous suivent. J'espère que vous m'entendez bien.
moi, quand j'entends parler de programmation vraiment basée sur la foi, en tout cas, je pense que c'est des programmes qui respectent les valeurs de chaque personne. C'est des programmes qui ne vont pas à l'encontre des croyances religieuses et qui ne choquent pas. C'est important, qui ne choquent pas les valeurs et les croyances religieuses de chaque personne. Et c'est ça vraiment qui fait toute l'importance de ces programmes qui sont basés sur la foi. Parce que ils prennent en compte les valeurs, ils prennent en compte les valeurs de chaque société et les croyances religieuses, vraiment pour ne pas choquer les croyances et les valeurs des personnes. Parce que si on choque les personnes, le programme ne va pas marcher, c'est sûr. Donc, les programmations qui sont basées sur la foi, c'est vraiment ça, toute leur importance, c'est qu'ils ne choquent pas et qu'ils vraiment participent en tout cas, aller dans le sens des préceptes religieux qui ne sont pas forcément contraires à la planification familiale ou bien à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Merci. Je m'appelle Jackie. Bonjour à tous les participants et les panélistes. Quand nous parlons des programmes confessionnels, nous parlons de tous nos programmes, mais nous avons 5 piliers que nous utilisons pour soutenir ces programmes. Nous en avons déjà parlé d'un pilier, mais ce sont des programmes qui sont dépendants des structures confessionnelles. Ce sont des départements, des ministères des activités qui se passent dans ces structures confessionnelles. Nous sommes obligés aussi de travailler avec des chefs religieux. Ce sont les chefs, les personnes qui s'occupent de la vie confessionnelle des autres. Nous parlons des croyances et des valeurs parce que ce sont les éléments essentiels des religions. Il faut respecter ces valeurs et ces convictions. Il faut utiliser ce qu'on prêche dans la Bible. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Église ou pour les musulmans, les hindous, que dit-on sur la santé? Que dit-on sur les questions auxquelles font face les jeunes? Parlons d'un autre pilier, l'utilisation des approches scientifiques qui vont de pair avec ces piliers. Voilà quelques questions importantes. En Ouganda, plus de 89%, l'interprète s'excuse, mais elle n'entend pas. Jackie, nous ne vous entendions pas pendant un instant. Une très vaste population, proportion de la population d'Ouganda est religieuse, donc vous travaillez pratiquement tout le temps avec un fondement religieux. Merci Jackie. Pradou, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? En plus de ce que Fatou et Jackie ont dit, il est important dans notre expérience et pour la définition des interventions basées sur la foi, c'est la participation des responsables religieux qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont sur ce chemin pour comprendre, pour apprendre. Donc, nous travaillons avec la théologie, avec les textes. C'est très important et il faut reconnaître que dans tous les contextes où nous travaillons, il est très difficile de faire la différenciation, de scinder, si vous voulez, la religion et la culture. Et il est donc important de travailler dans ce contexte.
Par ailleurs, il est important d'insister sur ce qu'a dit Fatou, l'importance de la foi dans la vie, dans l'existence des gens. Le centre religieux est très important pour les populations, donc il faut reconnaître ces réalités dans la vie du village, reconnaître ce que l'on fait dans le contexte de la compréhension et des paramètres, dans le contexte des textes, et s'en servir un petit peu comme point de départ pour permettre à tout le monde d'être à l'aise dans ces travaux. Merci Prabhu. Nous avons une question qui nous vient de la case communication. Est-ce que les approches varient d'une religion à l'autre? Est-ce que vos interactions sont différentes avec, par exemple, les groupes chrétiens qu'avec d'autres groupes religieux? Selon notre expérience, nous avons beaucoup de travail en cours au Nigeria. Nous travaillons avec des communautés islamiques et des communautés chrétiennes ensemble. Chacune de nos activités doit être adaptée, mais le principe fondamental demeure pour nous. Il est très important d'articuler les principes sur lesquels ils sont d'accord, sur lesquels ils se retrouvent. Les principes peuvent varier un peu, bien sûr, selon les communautés et qu'il s'agisse des chrétiens ou des autres religions. Il y a énormément de dénominations, y compris dans le contexte des chrétiens. Donc, il faut un certain degré d'adaptation en reconnaissant toutefois des principes fondamentaux qui demeurent. Donc, je parlerai des différences un petit peu plus en détail tout à l'heure et je vous présenterai quelques détails peut-être de nos activités en ce sens. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il faut avant tout comprendre les valeurs de chacun et contextualiser ces valeurs dans les programmes que nous mettons en place, chercher le consensus et former une position sur la manière dont nous pouvons progresser. Merci. Merci, Oui, Jacou. je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Effectivement, il faut reconnaître les spécificités de chaque groupe religieux. Par exemple, c'est sûr que il y a certains points où il ne sera pas la même chose entre les chrétiens et les musulmans, ou bien même les hindous. Ce ne sera pas la même chose. Donc, pour chaque groupe, il faut quand même aller au fond et voir les spécificités, les différences, parce qu'on ne pourra pas traiter de la même manière tous les groupes. Ils ne vont pas s'y reconnaître, c'est clair. Donc, il faut à chaque fois aller voir plus profondément toutes les spécificités. Merci. Merci. Ce qui est extrêmement important, ce qui ressort très clairement, c'est que cette approche exige, comme Fatou l'a dit au début de son intervention, une perspective transreligieuse, si vous voulez. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-il essentiel d'engager et de mobiliser les chefs religieux et les organisations basées sur la foi dans les activités sur la reproduction et la santé reproductive des adolescents? Quels sont les éléments clés? Merci. Pour commencer, je dirais que la religion, comme nous l'avons déjà dit, fait partie intégrante de l'existence de chacun. À ce titre, les questions dont nous traitons dans nos programmes ont un impact sur les communautés religieuses et différents chefs religieux eux-mêmes. Il est donc essentiel que l'on les intègre pleinement dans le processus. Par ailleurs, les institutions basées sur la foi, les communautés religieuses ont un certain public. Donc, si vous voulez vraiment transmettre un message, dans la plupart des pays d'où je viens, les structures des différentes religions vont du niveau national au niveau du village. Regardez, dans le cas des chrétiens, cela vient de Rome jusqu'au niveau du village. Chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un,
ces gens leur font confiance aux chefs religieux. Cela a fonctionné énormément pour nos activités de plaidoyer. Ils font confiance à leur influence, à leur plateforme. C'est beaucoup plus facile pour eux d'atteindre les grands décideurs. Si nous voulons convaincre différents bénéficiaires et différents décideurs, du fait du respect qui leur est accordé, les gens les écoutent, leur font confiance et ils ont donc une plateforme pour leur audience. Il est donc très important que nous nous engagions avec eux, que nous les mobilisions et qu'ils participent ainsi à la transmission du message. Permettez-moi d'ajouter que c'est vrai, la religion, les chefs religieux, les communautés basées sur la foi sont un élément essentiel de l'existence, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la sexualité, à la santé reproductive. Il est important de reconnaître les différences clés et leur impact éventuel sur les comportements. Si nous ne travaillons pas avec eux de manière collaborative, nous risquons de créer des malentendus quant à ce que nous essayons de faire, ce qui va créer des obstacles, des barrières à cette transmission de l'information. Les chefs religieux sont responsables du développement holistique de l'individu, du bien-être holistique de l'individu. Donc, lorsqu'il s'agit de certaines conversations, de certains sujets, il y a une question morale qui se greffe et il est donc très important de mobiliser les chefs religieux, en particulier pour les jeunes, qui deviennent aussi un groupe de référence des partenaires du processus. Merci, Prabhu. Une remarque très importante pour cette question. Nous avons donc posé une question tout à l'heure dans le sondage, savoir si les programmes ont des objectifs différents selon leur origine religieuse. Et c'est ce que vous avez confirmé tous les trois. Il y a des objectifs différents. Fatou, je crois que vous souhaitiez intervenir. Oui, oui, je voudrais intervenir. En fait, comme ils l'ont déjà dit, l'implication des religieux est vraiment primordiale. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane, avec 95% de la population qui est musulmane. Et dans ce pays-là, nous avons un islam qui est confrérique. Donc, il y a deux grandes confréries. Et nous savons qu'au Sénégal, par exemple, dans l'histoire, les religieux ont vraiment eu un rôle déterminant, même s'agissant de la politique. Même s'agissant de la politique. Ils ont influencé pas mal de votes. Ils ont influencé pas mal de votes pour que des candidats puissent gagner ces élections-là. C'est donc pour vous dire toute l'importance du poids de ces religieux-là au niveau national. Donc, c'est clair que si nous voulons réussir un programme aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par les religieux pour que ce programme-là puisse passer au niveau des populations. Parce que les populations, c'est les religieux qu'ils occupent. Ils occupent les religieux. Et même au-delà des populations, aujourd'hui au Sénégal, même pour un plaidoyer, nous sommes obligés de passer par les religieux aussi. Parce que c'est sûr que les décideurs ne veulent pas avoir contre eux les religieux. Donc, si nous passons par les religieux pour faire même un plaidoyer concernant la santé de la reproduction et la planification familiale, nous sommes sûrs que si ces religieux-là, en tout cas, partagent notre idée pour ce plaidoyer-là, nous pouvons avoir assez facilement les décideurs pour ce programme de planification familiale-là et de santé de la reproduction en général. Merci. Merci beaucoup, Fatou, Jackie et Prabhu. Sachant qu'il s'agit d'un groupe tellement important à mobiliser, à impliquer, quelles sont les stratégies spécifiques que vous avez déterminées comme étant particulièrement efficaces dans la mobilisation des chefs religieux autour de la question de la santé reproductive des adolescents? Merci. Une des stratégies les plus importantes est le renforcement des capacités.
La plupart des chefs religieux, des chefs de communautés religieuses connaissent leur région, ils sont formés, ils ont appris le Coran, la Bible. Mais même lorsqu'ils ont ces structures, on parle d'objectifs similaires et ils utilisent différentes avenues, des manifestations où participent les jeunes, mais quelles sont leurs informations? Ils ont leurs informations peut-être. Est-ce que nous voulons qu'ils les ajoutent à l'initiative que nous essayons de transmettre? En Ouganda, nous parlons du renforcement des champions. Nous renforçons les activités de ces champions. Ils passent par tout un programme d'apprentissage. Ils sont d'accord ou pas sur des valeurs conflictuelles. Et puis, ils se donnent une position sur ce qu'ils veulent promouvoir et ce sur quoi ils veulent collaborer avec d'autres partenaires. Nous avons aussi utilisé les approches qui sont multireligieuses. Nous travaillons, même lorsqu'il y a des valeurs communes, il y a des éléments qui les différencient quelque peu. Par exemple, au niveau du planning familial en Ouganda, mais ailleurs également, ce n'est pas quelque chose qui est très bien accueilli par les jeunes. Mais y compris la contraception moderne. Alors, comment les rassembler? Eh bien, nous leur disons, ils vous disent quelquefois, nous allons utiliser les méthodes naturelles et c'est comme ça qu'on va le faire, un point, c'est tout. Qu'en est-il de la position des autres? Il est très important qu'ils se rassemblent entre membres de différentes communautés religieuses, voient quels sont leurs points communs, voient quels sont leurs domaines, leurs convictions communes pour agir ensemble. Parce que sinon, toute controverse va les effrayer et ils vont partir chacun de leur côté. Il faut les rassembler. Une fois que l'on a formé un consensus, nous arrivons à les faire travailler ensemble avec les différents collaborateurs, les différents intervenants, les jeunes eux-mêmes et les formateurs, et j'en parlerai dans le contexte de la stratégie un peu plus tard, mais il est important que je dise que d'emblée, il est nécessaire de s'assurer que les communautés religieuses, les chefs religieux travaillent la main dans la main avec les adolescents. Parce que s'ils ne tombent pas d'accord au départ, s'ils se constituent des objections, des obstacles entre eux, eh bien le programme n'avancera pas. Je dirais qu'il faut qu'ils soient ensemble, qu'ils parlent, qu'ils échangent sur ce sur quoi ils sont d'accord et pas d'accord pour arriver à une position commune. Fatou, toutes mes excuses, il y avait un problème avec le service d'interprétation au début de votre intervention. Si vous pouvez tout simplement vous répéter, pour répéter le début de votre intervention. D'accord. Ce que je disais, c'est que une des stratégies que nous avons mises en place, c'est vraiment appuyer les religieux à développer un argumentaire sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons cet argumentaire-là qui définit vraiment ce que la religion a dit sur tel point et sur tel point de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Donc, nous, cet argumentaire-là, nous pouvons l'utiliser aujourd'hui lorsque nous faisons nos actions sur le terrain en disant aux personnes, contrairement à ce que vous pensez, c'est telle chose et telle chose que la religion a dit. Sur tel point. Il y a aussi une autre stratégie, c'est l'appui que nous faisons aux religieux. Parfois, nous, quand nous avons par exemple des petits budgets, parce que nous sommes une organisation de jeunes quand même, mais il nous arrive d'appuyer les religieux pour l'organisation de certaines activités. Et ça, vraiment, ça nous permet d'être avec eux des partenaires. Nous sommes vraiment en partenariat avec eux parce que nous pouvons les appuyer sur certains projets ou programmes ou activités qu'ils ont. Une autre chose, c'est que cet appui-là, d'habitude, c'est un appui technique, si je peux dire, parce que nous, par exemple, nous avons la connaissance, nous avons les connaissances et nous avons les outils concernant la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Donc, eux, quand ils ont une activité, nous pouvons les appuyer dans ce sens-là.
Donc, c'est vraiment ces stratégies-là que nous avons mises en œuvre. Et sinon aussi, une autre stratégie, c'est de les impliquer à la base, de les impliquer vraiment à la base. Dès le début des projets et programmes, nous les consultons. Nous les consultons pour avoir en tout cas le point de vue de la religion sur tel point et sur tel point, parce que nous savons que notre communauté est encore très ancrée dans les traditions. Et si nous qui faisons parfois, qui écrivons des projets, nous allons à l'encontre des valeurs, ça ne va pas marcher. Donc, nous les consultons à la base dans l'élaboration des programmes et nous essayons dans toutes les activités que nous faisons de les impliquer là-dedans, d'avoir au moins un religieux. Et vraiment, aujourd'hui, nous avons développé un partenariat. Nous travaillons beaucoup avec les religieux dans toutes les activités que nous faisons. Et il y a aussi les lives Facebook que j'ai partagés tout à l'heure. Nous faisons beaucoup de lives Facebook avec des religieux. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les adolescents et les jeunes, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, très fréquemment, nous faisons des lives sur Facebook. Nous invitons un religieux et nous lui posons certaines questions liées notamment à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Et là, ce que nous essayons d'avoir, c'est le point de vue de la religion sur ce point-là. Et ça va permettre aux adolescents et aux jeunes qui nous suivent de savoir que ces questions-là de la santé de la reproduction ont été déjà prises en compte dans le Coran ou bien dans la Bible. Merci. Merci, Kate. J'aimerais ajouter quelque chose. Je pense que j'ai quelques observations à présenter. Avec le Tear Fund, nous avons développé ce processus pour transformer la masculinité. C'est une approche basée sur la foi. J'ai travaillé avec certaines personnes. Je pense que nous avons travaillé pour soutenir la planification familiale. Nous avons ces initiatives dans plusieurs pays. Nous sommes d'accord avec les chefs religieux pour trouver des objectifs partagés. Il faut développer un cadre de partenariat. Parfois, nous allons leur donner un livre et nous les encourageons à parler de quelque chose et ils peuvent le présenter, mais ce qui est important, et ils ont un moyen de présenter leurs convictions. C'était important pour nous d'avoir un atelier quelques semaines et voilà, ça marche parce qu'après, ils auront ces informations pendant toute leur vie. Il est très important d'intégrer les objectifs communs. Quand nous créons un programme, nous essayons de trouver des moyens de parler des questions délicates. Ça peut être difficile, par exemple, le langage. Par exemple, pour la communauté musulmane, on n'aime pas le terme planification familiale. On préfère d'autres termes. Il est très important d'être sensible aux questions linguistiques. Il faut aussi trouver un moyen de créer un cadre. Et après, nous pouvons avoir accès aux populations des communautés religieuses. Plus tard, les chefs religieux sont devenus des partenaires pour la phase de conception, que nous étions en train d'élaborer un programme. Et en fait, c'est un compliment. Je pense qu'il est important de reconnaître que ce n'est pas nous qui imposons les valeurs sur certaines personnes. Il faut plutôt définir ce que nous voulons, quelle est la signification de la planification familiale. Il est important de parler du processus de la prise des décisions et aussi l'implication des institutions confessionnelles dans la prise des décisions. Il est important d'identifier les chefs religieux. Ceux qui travaillent dans les communautés sont des champions de ce travail. Si vous voulez travailler avec des équipes différentes dans ce secteur, il y a des personnes qui y travaillent déjà. Nous ne sommes pas les pionniers.
Et il est important d'identifier ces personnes, il est important de reconnaître leur travail à eux. Il faut aussi nous engager avec les écritures. Il faut renforcer ces idées avec plusieurs moyens. Nous pensons que les écritures sont quelque chose d'important et il faut travailler avec les institutions confessionnelles parce que ce sont ces institutions qui comprennent les écritures, qui comprennent le contexte de ces écritures. Il faut penser aux normes sociales. Il faut penser à la transmission de ces normes sociales. Les chefs religieux ont déjà un public. Il faut penser à leur capacité de parler et de partager ces messages avec leur public. Cela peut être très important pour les adolescents, pour des questions de santé en général et aussi la santé reproductive. Il est important de les impliquer dans le processus. Cela laisse moins de place pour les mauvaises interprétations de du travail que nous effectuons au niveau communautaire. Je pense que ce sont quelques-unes de nos expériences et j'aimerais bien partager quelques ressources avec vous plus tard. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose. Et je pense que je vais aussi répondre à quelques questions dans la colonne chat. Quand nous avons parlé de faire du plaidoyer et de travailler avec les chefs religieux, que les chefs nous apprécient et que nous sommes d'accord pour certaines questions. Il y a des questions de comment travailler avec les chefs des religions différentes, mais nous avons parlé aussi du plaidoyer externe. Il y a le public, la société civile et les chefs religieux les blâment. Et on n'est pas d'accord sur la position. Et il y a souvent des questions de langage. Alors, comment les faire participer à la conversation pour les faire comprendre comment nous pouvons travailler ensemble? Une stratégie clé, l'utilisation des faits et des données. Avant de réaliser un programme ici, il y a beaucoup de recherches et beaucoup d'analyses à faire avant de lancer un programme. Il faut travailler avec les institutions pour les faire comprendre leur rôle à jouer. Il faut leur autonomiser et il faut leur dire qu'ils peuvent contribuer à un programme. Ils peuvent le faire. Ils parlent avec une telle force une fois qu'ils se sentent en place de le faire. Il est important de renforcer les capacités. Il faut améliorer les partenariats. En Ouganda, nous sommes parmi les premières organisations de participer à ce projet avec les organisations internationales. Et on trouvait ça incroyable que la société civile pourrait travailler avec les chefs religieux. Dans plusieurs districts et au niveau national, nous avons connu quelques difficultés, mais je vous assure, cela fonctionne. Mais il faut être d'accord sur certaines idées et il faut être d'accord sur comment travailler avec les partenaires. Merci à tous de ces observations. Nous parlons de la connaissance, de la linguistique, de l'identification des valeurs communes. Et je vois qu'il y a une observation dans la boîte de conversation qui demande ce que l'on fait dans le cas spécifique de la santé reproductive des adolescents lorsque nous parlons d'adolescents non mariés
et qu'il y a peut-être un certain nombre de religions qui encouragent l'abstinence parmi ces groupes. Quelles sont les stratégies particulières que vous avez utilisées? Quelle a été leur efficacité? Comment gérons-nous ce clash potentiel entre les valeurs? Je crois que le contexte de la programmation compte énormément. Comme dans la plupart des pays dans lesquels nous travaillons, un grand nombre des institutions religieuses sont celles qui gèrent les écoles, les centres hospitaliers, etc. Et dans un grand nombre d'endroits, il y a ce que je fais au Nigeria, en République démocratique du Congo, la formation est assurée par des communautés religieuses. Le conseil psychologique et toutes ces questions. Donc, c'est important de le reconnaître, que la communauté religieuse n'est pas une communauté homogène. Il y a des convictions différentes d'une religion à l'autre au niveau des différents aspects. Et cela doit être pris en compte dans le cas de l'abstinence. Il y a des programmes qui identifient, par exemple, les pratiques plus sûres ou à moindre risque dans leur travail avec les jeunes. Parce qu'avant, c'était ABC, le sigle anglais, abstinence, soyez fidèles et comportez-vous bien. Il faut surtout que les jeunes puissent prendre des décisions éclairées et qu'il y ait consentement. Il est important de pouvoir proposer de s'échapper de ABC, abstinence, fidélité, consentement, on passe à un système qui est safe pour assurer la sécurité, le moindre degré de risque de ces rapports. Ce que nous devons faire, bien sûr, c'est trouver une manière commune de travailler ensemble. Il faut reconnaître que les jeunes, pour l'essentiel, sont sexuellement actifs, ils ne sont pas forcément informés, donc il faut arriver à formuler l'information avec l'aide des chefs religieux, de savoir comment transmettre les points importants, les valeurs. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons commencer à utiliser, oui, certes, des extraits des textes sacrés, mais en termes de se concentrer sur des textes sacrés qui nous permettent de promouvoir notre travail. Parce qu'après tout, c'est une interprétation plutôt qu'une autre. Il faut créer donc une interprétation commune, ce qui nous a tous beaucoup aidés. Je pourrais vous parler de cela de manière plus détaillée, mais essentiellement, ce n'est pas simple. Il faut reconnaître que ce n'est pas simple et reconnaître que les structures doivent être harmonisées entre les groupes. Et c'est en ce sens que nous devons travailler, reconnaître qu'il faut être actif dans ce secteur. Tout le travail qui a été fait, par exemple, dans le contexte du VIH, n'a pas été parfaitement efficace. C'est malheureusement une des difficultés qui venait de là. Merci. Permettez-moi d'ajouter une chose. Une fois que l'on fournit des preuves, qu'ils comprennent l'objectif moderne de ce défi, ils demandent un soutien dans ce domaine. En Ouganda, c'est exactement comme cela que nous avons commencé dans le domaine de la santé des adolescents. Ce n'était pas ça notre objectif. Au début, on travaillait sur le planning familial et on avait utilisé comme approche la formation des dirigeants religieux pour leur fournir des informations. Et puis un jour, dans une réunion, ils ont dit « on perd notre temps ». On perd notre temps avec le taux de grossesse adolescente qui est de plus de 25% en Ouganda. Quel est notre rôle? Et c'est ce que nous utilisons pour convaincre les gens, surtout au niveau international, d'expliquer qu'il faut aller au-delà de la planification familiale. Il faut passer à l'éducation.
grande quantité de l'Ouganda disait il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Le problème existe. La Covid a amplifié encore l'ampleur de ce défi. On ne peut plus se cacher. Les valeurs demeurent, mais il faut laisser une porte ouverte. Comme Prabhu l'a dit, il y a des gens qui ne croient pas à l'abstinence avant le mariage, mais les médecins disent qu'il faut intervenir là où il y a un besoin. Et il y a déjà des installations qui sont là, qui offrent des solutions, qui sont conviviales, qui sont ouvertes aux jeunes. C'est une porte ouverte qui a besoin d'être ouverte un peu plus. En Ouganda, nous avons réussi à ouvrir certaines de ces portes. Nous ne pouvons plus nous cacher la tête dans le sable. Nous devons continuer à étudier ceci et à envisager très sérieusement des approches modernes. Merci, Jackie. Fatou, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter quelque chose. En fait, je vais commencer là où elle a terminé. Il faudrait qu'on agisse là où il y a des besoins. C'est vraiment ça la réalité. Et puis, c'est vrai que nous savons que beaucoup de nos préceptes religieux sont pour l'abstinence avant le mariage. D'accord. Mais la planification familiale ne s'arrête pas juste à donner des services, à donner, par exemple, des pilules ou tout ça. Il y a aussi la communication. Il y a aussi la communication. Et je pense que, en tout cas, les religieux, ils ne sont pas fermés à la communication, à l'éducation, à la sexualité. Et je pense que l'éducation, là, à la sexualité peut régler beaucoup de choses. Ensuite, pour les adolescents et les jeunes, en tout cas, dans notre contexte, il y a encore beaucoup de mariages précoces. Donc, ces adolescents-là peuvent être dans les liens du mariage. Et puis, quand ils sont dans les liens du mariage, je pense que là, ce sera un peu plus facile de convaincre les religieux à être avec nous, en tout cas dans l'espacement des naissances. Et ici au Sénégal, nous avons vu que les besoins non satisfaits en planification familiale, dans ce groupe-là, adolescents mariés, je dis bien adolescents, qui sont encore très jeunes et qui sont mariés, leurs besoins non satisfaits en planification familiale sont énormes. Ils n'ont pas accès. Donc, je pense que quand même, on a une opportunité de pouvoir convaincre les autorités religieuses d'être avec nous dans ce combat-là des adolescents qui sont mariés. Maintenant, pour les adolescents qui ne sont pas mariés, il y a beaucoup de choses à faire. Et on peut commencer par l'éducation à la sexualité. Et je pense que pour l'éducation à la sexualité, les religions ne sont pas contre ça. Merci. D'excellentes réponses. Une question nous a été posée dans la conversation. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner une anecdote particulière? Donc, j'aimerais vous demander à chacun de nous décrire comment vous avez remporté un succès avec un programme donné dans le contexte d'une congrégation donnée. Je peux commencer si vous me le permettez. Les deux projets dont j'ai mentionné, ils sont à Kinshasa et ce sont des essais aléatoires. Ils concernent les communautés adolescentes, 10 dans la communauté chrétienne, 10 dans la communauté musulmane. On a observé une augmentation de l'utilisation des méthodes modernes de planning familial. C'est disponible sur le site web, sur ce passage. Donc, nous pouvons observer une observation de l'accès aux méthodes modernes de planification familiale. C'est important. La formulation du projet cible les jeunes adolescents, qu'il s'agisse de couples mariés ou de jeunes parents, mais ils ne sont pas toujours mariés officiellement, et c'est ce qu'on appelle des partenaires. Donc ça, c'est un élément dont je pouvais parler. Le deuxième,
au Nigeria, l'augmentation de l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale, les jeunes adolescents, les jeunes couples mariés, même si c'est la structure de coexistence, si vous voulez, de relation entre jeunes adolescents, c'est très encourageant, ce sont des conclusions très positives que nous pouvons partager. Notre travail avec les communautés religieuses sur ce processus nous a permis de voir une amélioration de la compréhension, de l'information et donc de l'accès aux méthodes par la suite. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Merci. Mis à part toutes les stratégies dont nous avons parlé, en Ouganda, pour accroître la collaboration et créer une alliance interreligieuse pour la planification familiale, l'idée étant de traiter de toutes les questions de la santé reproductive, pas simplement la planification familiale. Il s'agit d'une plateforme interreligieuse avec les partenaires, d'autres parties prenantes qui sont invitées, qui fournissent des ressources. Nous travaillons avec différents partenaires et ils se mettent d'accord sur un certain nombre d'approches. Ça a été essentiel en plus de la formation, du mentorat et de la distribution d'informations. Nous avons mesuré ceci dans un district rural qui a bien fonctionné. Nous étendons la portée de l'intervention avec la création d'un réseau d'adolescents sur ces questions qui rassemble des dirigeants religieux, des différentes religions, des réseaux de jeunes, la société civile, d'autres partenaires, afin que nous disposions d'un cadre fonctionnel. Et nous nous tournons aussi vers les organisations caritatives et nous avons des activités qui sont, par exemple, qu'est-ce que je fais une fois que certaines questions ont trouvé une réponse. Merci. Fatou, votre micro n'est pas branché. Est-ce que vous voulez bien le brancher? Merci. Oui, je pense que pour nous, c'est vraiment l'argumentaire religieux qui a été fait. Parce que cet argumentaire religieux-là sur la planification familiale, après avoir été fait, le réseau Islam et Population est allé voir toutes les confréries religieuses, leur présenter cet argumentaire-là, leur dire que, voilà, nous avons fait un argumentaire qui décrit vraiment ce que l'islam a dit concernant la planification familiale pour leur montrer que c'est vraiment pas contraire à la religion. Ensuite, ce que les imams qui sont dans le réseau Islam et Population ont fait, c'est que pour les prêches du vendredi, ils incitent leurs autres collègues imams de toutes les régions du Sénégal à, dans leur prêche du vendredi, parce que nous savons que le vendredi, c'est le jour où les mosquées reçoivent beaucoup plus de personnes et font de grandes prêches. Maintenant, dans leur prêche du vendredi, il y a un argumentaire sur la planification familiale qui est vraiment qui est fait par les imams aux fidèles. Et ça marche vraiment, vu l'impact de ces imams-là sur les fidèles. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager. Je vous remercie, Fatou, de merveilleux exemples. Malheureusement, notre programme touche à sa fin. J'aimerais poser une dernière question. Est-ce que chacun de nos orateurs pourrait résumer en quelques mots ce qui, selon eux, est l'enseignement le plus important que vous avez appris quand vous essayez de mobiliser les dirigeants religieux pour mettre en œuvre ces enseignements? Fatou, s'il vous plaît, pouvez-vous commencer? Fatou.
Oui, je pense que l'enseignement que nous avons appris, c'est vraiment de les prendre en compte depuis le début. C'est-à-dire dans la formulation même des projets et programmes, de les prendre en compte dès le départ. Parce que si on ne les prend pas en compte dès le départ, je peux dire qu'on pose tout, qu'on peut tout fausser. Alors que s'ils sont pris en compte dès le départ, là, eux, ils se sentent vraiment impliqués. Ils se sentent impliqués et là, nous sommes des partenaires à part égale dans la réalisation de ces projets et programmes-là. Merci. L'un des principaux enseignements que j'aimerais mentionner, tout d'abord, ce sont les approches multireligieuses, interreligieuses. Il faut agir de concert parce qu'en fin de parcours, toutes ces questions doivent être abordées par les jeunes. Il faut agir ensemble, travailler ensemble, ainsi surmonter les obstacles. C'est une approche qui est fondée sur la cohésion, une cohésion entre les religions, la création de relations. Lorsque nous avons commencé la formulation des programmes, les musulmans ne pouvaient pas venir dans une église, les chrétiens ne pouvaient pas venir dans une mosquée. Maintenant, la question ne se pose plus. Il y a compréhension. Lorsque l'on se rend dans des régions plus isolées du pays, on voit des chrétiens et des musulmans qui se retrouvent. C'est le code haram. Mais cette cohésion fonctionne parce qu'elle va au-delà de la religion, au-delà de la foi. Les positions communes et le consensus sur toutes ces questions parfois contradictoires, c'est terriblement difficile. Bien sûr, nous avons 4 grandes politiques en Ouganda qui sont en instance parce que nos dirigeants ne se sont pas mis d'accord sur l'accès qui peut être donné aux jeunes à la planification familiale. Mais nous travaillons avec le ministère de l'Éducation et d'autres pour les impliquer pour qu'ils tombent d'accord sur le libellé et donnent leur accord. Il s'agit de la santé des adolescents, l'éducation, la santé reproductive et sexuelle, et on a besoin d'entendre la voix des religieux. Donc, en leur donnant cette stratégie, nous leur fournissons des preuves à l'appui et c'est extrêmement important. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, on a commencé par élaborer des programmes et puis on a essayé de leur faire mettre en œuvre. Ça ne fonctionne pas. Encore une fois, il est important de chercher le consensus. Le renforcement des capacités est crucial. Je ne saurais trop insister sur ce point parce qu'il faut changer l'optique des gens, fournir des informations. Et il faut disposer d'une plateforme où l'on peut parler. La plupart de ces discussions interreligieuses se faisaient intramuros. Avant de sortir, ils invitaient d'abord les gens sur leur plateforme, leur coalition. Au début, nous avons dit oui. Et puis, ces plateformes ont été ouvertes à d'autres responsables du plaidoyer et de la mise en œuvre. Mais une fois que tout est en place. Donc, avoir d'abord une discussion intramuros, une première plateforme de discussion où l'on discute, où l'on se met d'accord, c'est très important avant d'aborder les autres communautés. La deuxième clé est de s'assurer que l'on utilise le terme institutions religieuses et médias de grand nombre. Les gens ne viendront pas voir ces programmes s'ils n'ont pas ce contexte clair. Nous invitons des journalistes, des représentants des médias dont nous assurons la formation
afin qu'ils comprennent la terminologie que nous utilisons, le langage que nous utilisons, et cela a fonctionné de manière tout à fait remarquable. Ceci doit être fait avec beaucoup de soin, de manière très judicieuse. Nous avons eu un évêque qui disait que l'utilisation, il fallait parler de, on ne pouvait plus se voiler la face, il fallait parler de la santé reproductive, de l'accès à la contraception. Mais il faut le faire de manière qu'il n'insulte pas. Le message reste le même, mais il faut le transmettre d'une manière qui est acceptable. Et puis enfin, la coordination, parce que s'il n'y a pas coordination, il y aura un problème. On nous parle d'organisations qui sont laïques, donc on les rassemble également. Nous créons une relation entre les dirigeants religieux, les organisations basées sur la foi et les autres parties prenantes, afin qu'il n'y ait personne de laissé de côté. Lorsque nous les invitons aujourd'hui en Ouganda, ils doivent d'abord nous dire, nous comprendre ce qu'est le contenu. Est-ce qu'on va nous comprendre si nous transmettons ce contenu? Nous ne voulons pas qu'ils aient l'impression que nous les manipulons. Non, nous leur donnons des informations, mais il faut le faire de manière judicieuse, que ce soit la planification familiale, la santé de la reproduction. Il faut le faire, je le répète, de manière ouverte. Donc, renforcer la collaboration, les partenariats entre les différentes parties prenantes. Je vous remercie, Jackie. Prabio, vous terminez? Oui. J'aimerais dire tout simplement, il n'y a pas de solution facile. Il y a de grands défis, il faut les reconnaître. Mais il faut aussi trouver des choses en commun. Vous m'entendez? Bonjour? Oui, nous vous entendons. Toutes mes excuses. Je pense qu'il est aussi important de comprendre qu'il y a une manque de confiance entre ces communautés. Il faut trouver un moyen de reconstruire, de renforcer cette confiance. Il faut parler des objectifs communs. Le processus est important. Nous ne pouvons pas raccourcir ce processus. Il faut parfois une stratégie sur le long terme. Il faut aussi penser à nos attentes. Il faut rester patient. Je pense que quand nous faisons très attention au processus, après, nous avons des résultats plus intéressants. Nous pouvons dire, bon, voilà notre priorité, mais peut-être ce n'est pas la priorité pour toutes les communautés. Il faut reconnaître que nos points de début sont différents. Il faut reconnaître où nous nous trouvons et où ils se trouvent pour vraiment lancer ce processus. Merci Prabhu, Fatou et Jackie pour une conversation enrichissante. Il y aura un blog où nous allons faire un résumé des points clés et nous allons aussi publier l'enregistrement. Merci d'avoir participé et merci beaucoup de tout ce que vous avez partagé, nos chers panélistes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous espérons vous voir pour la prochaine session. Cette session sera le 2 décembre à 7 heures du matin, l'heure de Washington. Nous allons parler des partenaires. Nous espérons que vous allez suivre le Knowledge Success et FP 2020. Vous allez voir les noms d'utilisateurs sur la prochaine diapositive. Nous pouvons continuer ces discussions sur les réseaux sociaux et nous pouvons continuer à suivre les actualités par rapport à la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonne journée et à la prochaine. Bye.